Bonsoir à tous, bienvenue alors pour ceux qui sont jamais venus à l'échelle et bienvenue au jeudi de l'échelle. C'est le neuvième jeudi de l'échelle. Tous les premiers jeudis du mois, on fait un cycle où on invite des gens qui ont bien, on a envie de rencontrer en fait. Je suis en lien sûrement avec notre pratique au sens l'art. Et là, on est fini, c'est la dernière semaine de l'exposition La Zone Grise. Qui était une exposition qui voulait essayer de parler des artistes graffeurs sans forcément mettre en avant l'outil et la lettre, mais on est le graffiti dans sa façon de penser. Alors moi j'étais ok, j'étais curateur de cette expo et j'ai aussi passé 17 ans, je rentre de 17 ans en Allemagne et c'est là où j'ai découvert le travail de Larissa Kipol, notre invitée de ce soir, qui la première fois que j'ai rencontré, j'ai rencontré son travail, ça m'a choqué, c'était la couverture de Kunstforum. C'est un peu une bible en Allemagne de l'art de l'art qui est très archivé, très méthodique, enfin, vraiment de façon très méthodique d'archiver l'art de façon allemande. Et de voir un graphe en couverture tout ce qu'il y a de plus classique. Euh, mais tu perds nos photos en outre mesure, mais un vrai graphe, ça m'a fait un vrai choc. Et c'est comme ça que je me suis un peu intéressé à son travail de très loin parce que je parle pas très bien allemand, mais j'étais fasciné j'ai suivi un petit peu son parcours, j'ai vu son nom apparaître un petit peu partout et elle a fait énorme va-et-vient en fait. Elle a ouvert des portes du graffiti dans le milieu institutionnel. Et ensuite, elle a fait des sauts de puce qui passaient du graffiti à d'autres sujets et très pertinents et très courageux. Et sans vraiment, en suivant une ligne qui était assez personnelle. Du coup, je suis hyper content de te recevoir, de faire cette discussion, parce qu'on n'a jamais trop eu l'occasion de discuter ensemble et que j'ai une connaissance très visuelle. Et ce soir, on va pouvoir un petit peu plus parler avec elle de son parcours et de sa démarche en tant que critique d'art, commissaire d'expo, écrivaine et plus. Et maman aussi, en plus. Euh, je sais pas. Tu veux peut-être te présenter un petit peu, Larissa? Euh, Oui, merci beaucoup pour cette invitation. C'est pour moi la première fois que je parle. Je fais une conférence en français. Je parle français. Donc, si vous ne me comprenez pas, posez direct la question si je dis des choses plus tard. Oui, me présenter, tu as déjà très bien fait. Mon parcours en très court, puis on peut parler des choses à des stations différentes, mais très court. J'ai fait des beaux-arts à Berlin en scénographie et dramaturgie de théâtre. Après, j'ai passé un doctorat oui, dans l'histoire de l'art, mais plutôt sur l'art contemporain. Et depuis presque 8 ans, je travaille librement. J'ai fait des numéros thématiques pour Kunstforum. J'ai écrit mes propres livres sur la peinture, surtout. Le graffiti, ça c'est science. Je travaille pour des musées, ça dépend. moi, je serais curieux de savoir comment tu as réussi. Est-ce que c'est toi qui as approché Kunst Forum avec le premier numéro, Esthétique du vandalisme? Je pense que d'ailleurs, c'est un super titre. Comment ça s'est passé en fait la rencontre avec, Euh, le premier numéro pour Kunstforum, c'était sur sur l'art politique. Et oui, quand j'ai présenté cette thématique, j'ai envoyé quelques textes. C'était après mon doctorat, j'ai commencé à écrire plutôt pour des magazines un peu je n'étais pas payée. J'ai fait un peu tout qui m'intéressait juste pour publier, pour avoir des textes, pour après les montrer de plus à plus à les gens. Et comme ça, je me suis présentée un peu chez Kunstforum. Et l'ancienne chef, c'était aussi la femme qui a créé avec son nom
tous ces magazines qui ont été très ouverts à des thèmes. Et bon, j'ai dit, j'aime bien faire le prochain numéro sur le graffiti. Ils sont dit, oui, on n'a jamais fait ça. Ou une dans les années 80, mais c'était un peu plus sur les murs, c'était pas sur les trains, c'était un peu modéré, pas très vandal. Et ils ont été curieux. Ils m'ont laissé aussi. Ils m'ont dit ouvertement, nous, on ne connaît rien, on te laisse quand on mange et tu te sens. Et Et qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de leur proposer ce thème-là, maintenant de la scénographie et oui, comment s'est passée la rencontre avec le graffiti et quel est l'intérêt le vandalisme ou son esthétique? En fait, je sais pas oui. comment ça s'est venu. En deux marches, une fois pendant mes études aux Beaux-Arts, j'ai fait de la scénographie. Et on a lu des pièces et c'était déjà des performances, en fait, des histoires avec des lieux, des images visuelles et des acteurs qui bougent devant, en fait. Et c'était sur les émotions, le- comment on monte une dramaturgie, comment on se comporte après dans les environnements, comment on performe pas sur scène aussi, c'est lié avec la peinture. Et quelle histoire on raconte dedans. Donc pour moi aussi, après une vue que j'ai sur le graffiti sur le train, c'est toutes ces performances qui m'intéressaient et pas que le graffiti ou pas que l'image. Pour moi, ça, chose qui m'intéressait, c'est déjà quand j'ai accompagné les graffeurs, par exemple, de les voir avant à la maison, comment ils ont fait le plan, ou comment ils sont préparés, comment ils vont, parfois ils font rien parce qu'ils regardent juste, ils vont à la maison, tout ça pour moi, c'était déjà une partie de performance. Je trouvais très intéressante. Et après, j'ai vécu à Berlin dans le Riga Straße. C'est une rue qui est très, avec encore des squats et des tags très politiques aussi. Et en même temps, j'ai écrit ma thèse sur les dessins et la peinture et j'ai regardé des dessins de Hans Ludwig Kirchen. C'était l'expressionnisme au début du XXe siècle où il a dessiné très vite les rues de Berlin. Et très, oui, comme ça. De- Et j'ai vu tout à coup un rapport entre ça que j'ai vu dans ma vue, dans les tags, et les dessins qui en sont déjà à Berlin. Et j'ai commencé à m'intéresser sur les gestes dans la rue, même si je ne pouvais rien lire, je connaissais aucun nom. Mais juste les gestes expressifs, ça m'a intéressé. Comme ça, je suis rentrée de plus en plus dans ce milieu. Du coup, tu parlais au début de vidéos bien formatives que tu avais vues. C'était qui, en fait? C'est des où? Non, pas de vidéo. Ça, c'était quand je l'ai montré les graffeurs et quand Ouais. je suivi un peu quand j'étais chez Keus, ce n'était pas eux. Là, j'ai découvert toutes leurs performances qui pour moi étaient très proches de théâtre. C'est ce que j'ai fait. C'était qui? C'était par qui? C'était beaucoup en app et c'est Ok. Du coup, tu as directement rencontré ces gens-là. oui, Ils sont quand même ça a pris connus un pour peu de être. temps. Mon Ouais. setup, c'était très, comment on est méfiant. T'as dû vraiment faire une démarche quand t'as fait. Oui, ouais. Mais après, quand ils ont vu un peu mes textes, que j'existe vraiment et que je sais pas, quelqu'un de plus lisse, ou je sais pas, ça a pris du temps jusqu'à ils ont avec une phrase que je pouvais aller avec eux faire. Ok. Ouais. Et du coup, tu peux nous faire un résumé rapide de ton approche. Le premier, on va parler peut-être esthétique du vandalisme. Comment tu. C'était ça en fait dont tu parlais de l'aspect performatif et. Ok. Ouais. Hum. Ça, c'était le premier concern sur le graphe avec la couverture de OneUp. Et le deuxième, après, sur le thème un peu avancé, c'était le post. Et donc, ça, par contre, là, on rentre vraiment du truc d'esthétique et finalement, et d'installation. Et plus on est un peu plus éloigné de la performance, à part peut-être Adam Imhoff qui est un peu dans cette figure de. Oui. Et... Bah, quand je parlais au post-modernisme? Ouais, Ça, c'était en fait le terme vient de Stephen Burke, qui a créé un account Instagram qui s'appelle Post-Vandalisme, qui est devenu, je crois, très connu même chez les étudiants aux Beaux-Arts jusqu'à
très ancienne, le graffiti, qui a du mal avec des termes parce que street art et urban art est devenu un peu ancienne parfois, ou trop commercial, trop décoratif. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont une background de graffiti, mais qui vont, par exemple, faire la peinture abstraite, ou faire les installations, ou des concept art, qui s'ouvrent beaucoup plus, en fait, qui expérimentent, on veut faire l'art contemporain. Et eux, j'ai l'impression, ils n'avaient pas trouvé où je me mets. Et peut-être qu'après ça, il y a le terme post-vandalisme qui avait une réussite, outre le test. Je discute aussi avec eux qui le détestent. Mais bon, j'ai trouvé ça très intéressant parce que je vois aussi dans les artistes comme Katharina Gross ou autres qui n'ont rien à voir avec le graffiti, mais qui sont inspirés quand même par un acte un peu vandale, même Pollock. Ouais. Un peu vandale dans la rue ou dehors. Et après, on parle pas, en fait, au Pialons. Ils sont les grands expos dans les musées, mais personne dit les références, en fait. Ah, je me suis inspirée par un graffeur ou dans la rue, et on le laisse un peu tomber. Et ça, je trouvais problématique, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'inspiration dans les institutions ou les galeries qui viennent qui étaient fait avant dans la rue. Et peut-être avec ce terme post-vandalisme, c'est plus facile aussi d'amener, regardez, c'est un grand champ où les artistes travaillent, qu'il faut le valoriser, il faut valoriser les sources d'autres œuvres et tout ça. Parce que comment ça a été reçu en fait par le public allemand, cette esthétique et cette approche? J'ai l'impression que en France, ça a été c'est très compliqué en fait. On est resté dans une pratique hyper illustrative. Enfin, ouais, c'est un peu péjoratif, peut-être illustratif, mais ça doit être quand même, ça doit plaire, ça doit séduire quand on parle de cette branche artistique, alors que ben, mon expérience en Allemagne, c'est que justement, il y a eu plein de formes différentes qui étaient pas du tout, qui t'invitaient pas du tout, mais qui étaient assez hostiles en fait, et qui pourtant, j'ai l'impression que ça a reçu un succès quand même face à ça. Tu peux nous parler de la perception en Allemagne de ce genre de cette forme, quoi? Mais je crois que c'était bien. Je crois au début, les gens du milieu d'art, ils sont mis au graffiti, street art, un peu dans une quête, c'est des lettres avec beaucoup de couleurs, des plages. Et je pense que les dernières années, ça avait changé. Surtout quand tu vois un peu dans le post-vandalisme, la peinture abstraite, par exemple, qui se développe. Et en Allemagne, on a quand même encore la peinture ou la peinture abstraite a une grande place et on porte, je vais pas dire important, mais c'est au milieu de l'art. Je sais pas, en France, c'est un peu plus conceptuel, philosophique ou très décoratif, peut-être. Et les pays où l'Allemagne, l'Angleterre, ou autres, où la peinture est vraiment vivante et actuelle, peut-être il y a mieux accès aussi à ça. Ok. Bah, du coup, je pense, ouais, j'imagine que Moses et Tap, c'était content que tu les aides aussi à les crédibiliser de façon institutionnelle leur travail pour sortir de ce truc de vandale. Et Katharina Gross, comment elle reçoit de parler à quelqu'un qui fait des références, justement, qu'elle ne mettait pas en avant? Ça a été facile aussi de faire un lien, de l'intégrer. Comment ça s'appelle? C'est le Ben, radio, elle, en fait, elle parle pas de graffiti, mais elle sait que quasiment personne sait qu'elle a un livre où elle a invité un auteur qui a écrit sur le graffiti. Et il y a des textes sur très très belles, sur les Voltrain, la lumière qui passe dessus, et autres façons de graffiti, en fait, il y a une manière très poétique aussi, mais en même temps très précis. Et ça, c'est dans le livre d'elle. Ah ouais. Donc, elle a quand même une regard sur ça, Ok. une série sur ça, même si elle-même, elle parle peut-être pas dans les interviews. Mhm. Mais ça, j'ai trouvé très beau, en fait, de trouver ça lien. C'est un peu comme Richter qui veut pas parler de politique, mais que de peinture, alors que, ouais, ok. Euh, ok, donc t'as sorti deux bouquins, enfin t'as été, comment tu dis, je dirais, rédactrice en chef Oui. de deux Kunstforum, trois.
Kunstwort. Là, je fais mon 9e maintenant. Ah oui, d'accord. Mais là, c'est les deux qui Qui sont orientés au soldat fictif. Ouais. Et est-ce qu'on parlerait peut-être alors je sais pas si t'as envie qu'on parle de ton livre aussi des changements de direction. Peut-être qu'on peut poursuivre rester avec le livre que tu as sorti ou on nous en parler rapidement vu qu'il est écrit en allemand. Enfin, Sur site, je peux lire les chapitres ou ouais. si je veux parler avant sur les, je crois que sur les murs Moi, sur les mamans. peut-être que ça peut être bien de parler de Stein et Ok. après après de moment, ça s'est passé comment chronologiquement? Euh, il y avait Side et après. On va faire chronologique alors. Ok, ouais. Ok. Science, c'était plutôt un roman que j'ai écrit de la historie du jeu, donc de Larissa Kickwell, qui vit entre les deux mondes, qui est critique d'art et qui va dans les vernissages ou qui travaille dans les musées, mais qui suit en même temps pendant 3 ans, j'ai suivi et interviewé donc Moses Etaps et Bonap et autres cafés aussi, mais ça c'est les personnages principaux de ce livre. Et donc, j'ai écrit des histoires de mon point de vue, comment j'avais le temps, j'ai pensé avec eux. Et j'ai essayé de faire une traduction dans le livre et malheureusement qu'en allemand. Et j'ai fait une traduction dans Internet et on va voir si en français. Je vais lire et si vous comprenez pas quelque chose, vous pouvez dire stop. Alors, je commence avec une histoire, donc avec Moses. À Hambourg et Schleswig-Holstein, c'est le long de la région autour de Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. Je suis accroupie dans le buisson, le dos appuyé contre le mur anti-bruit. Je regarde devant moi le train à laver. Il est là, immobile, vombrissante et attendant. Peu après minuit, l'ambiance est bleue et jaune. La lune et les lampadaires éclairent ensemble la scène de crime. À cela s'ajoute le sifflement paisible des sprays. Le calme nocturne sous haute tension est hypnotisante. La lumière provenant de l'électricité et du ciel nocturne oblige les sens à une concentration méditative. Ceux qui trouvent cela romantique sont les plus vite pris. Un entraînement intensif et décisif, 1000 répétitions pour développer les muscles de sens. Moses et Rach sont des athlétiques silencieux. Je n'entends aucun bruit lorsque Moses saute soudainement sous le train. Rach l'imite. Je vois le dos sombre du train et en dessus 2 silhouettes humaines. Ils sont accroupis à 4 pattes à la fuite, prêts à tout ce qui va arriver. Quoi j'ai manqué? Quoi j'ai oublié d'attendre? Moses et Rach bondissent, jettent les bombes dans leur sac de sport noir et s'enfuient. Je me redresse. Les regards s'éloignent, voient Moses jeter son sac dans les buissons et continuer à courir le long du mur anti-bruit, toujours plus loin, jusqu'à disparaître à son extrémité. Rach n'est plus là non plus. Je cours, mais pas longtemps, je suis en retard. La police me verrait et me remercierait de les avoir menés aux autres. Ma fuite décalée est comme un chemin balisé de miettes de pain. Je me cache donc dans les buissons les plus proches et je m'accroupis dans cette cachette sombre, du moins je le crois. À côté de moi se trouvent des préservatifs, des mouchoirs et une boîte de biscuits Oreo verts. Chacun court pour soi. N'attends pas que je te fais des miracles, m'avait dit Moses dans la voiture avant. Je suis maintenant dans les buissons, la police va passer juste ici avec les lampes de poche et me repérer immédiatement. J'ai tout raté. Le train continue de vrombir comme si de rien n'était. S'il m'arrêterait, je ne donnerais que mon nom, mon adresse et ma carte d'identité. Rien de plus. Moses m'a répété 3 fois que je ne devrais pas croire que je pouvais inventer une histoire géniale. Carte d'identité, nom, adresse, pas de créativité, il m'a dit. Il m'a lancé un regard probateur. Un avocat prendrait alors le belay.
Je dois sortir de cette plante et courir dans la même direction que lui auparavant. Puis derrière le mur et soudain, je me retrouve au milieu de prairies de Schleswig, dans une marécage de gravier et de rails. Plusieurs lampadaires éclairent le décor. Je me tiens là au milieu, la cible parfaite, et je ne sais pas dans laquelle direction aller maintenant. Je respire comme je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Je ne fume plus depuis quelques semaines. Au milieu des rails, on peut toucher l'immensité, c'est ce que je ressens. Puis j'entends un sifflement. Il vient de la droite, loin. Je regarde dans la nuit. Le sifflement retentit à nouveau. Au loin, je vois deux ombres assises sur la mur anti-bruit suivante. Je cours, travers tous les voies, pris, descends la pente, couverte de gravier, longe le mur, jusqu'à me retrouve juste en dessous de Moses et Rage. Où étais-tu pendant tout ce temps? Me demande Moses. J'étais encore dans les plantes. Quoi? Pourquoi? La police était là? Tu les as vus? Non, je n'en ai vu personne. Les flics sont arrivés, ils sont sortis de leur voiture et ont longé la voie ferrée. Cours jusqu'à la gare là-bas et attends sur le quai. Non, attends devant. Sors de la gare et attends devant. D'accord. Mais tu devrais peut-être attendre 1 heure ou 2, d'accord? On ne peut pas aller directement à la voiture. On doit voir combien de temps ça va prendre. On vient te chercher ensuite. D'accord, oui, peu importe le temps que ça prendra, j'attends là-bas. Moses et Rage sautent de l'autre côté du mur et je continue mon chemin sur les rails jusqu'à la gare. Quand j'y arrive, il est 1 heure du matin. Le dernier train part. Je traverse la voie 1, puis descends les escaliers, traverse la gare et sors. Le bâtiment est délabré. Il abriterait autrefois 2 magasins qui sont vides depuis longtemps. Il est construit en briques et qui, complètement ainsi, dégageait la dernière chaleur de l'été. Les plantes grimpantes font gonfler la façade. Sur un mur est accrochée une horloge avec des vieilles avis en latin qui se sont arrêtées. Je m'assois sur une pierre de parking, là où la lumière n'arrive pas. Le mur anti-bruit est désormais un grand haie. J'allume mon téléphone portable, pas de réseau. Je cherche la clé de ma chambre d'hôtel et je réalise que l'adresse figure sur la porte-clé. J'avais complètement oublié. La police aurait trouvé tous mes notes sur Moses là-bas. Je déchire le bout de papier entre mes doigts avec ma salive. J'aurais dû le faire tout à l'heure dans la voiture, je pense. Mieux vaut ne rien dire à Moses. L'après-midi, nous avons pris le bateau et j'ai pu voir Hambourg depuis l'eau. Ces jours-là, le soleil ne brillait pas, le temps était gris et c'était le moment idéal pour faire le bateau. Le soir, nous avons mangé dans le restaurant chinois préféré, les plats de bœuf et des canards très épicés. L'ambiance était joyeuse, nous avons le temps jusqu'à Moses reçoit soudainement un appel et que l'horloge se remet à tourner. Moses n'a même pas pu attendre le reçu qu'il choisit habituellement à ses documents fiscaux, soigneusement conservés. Il n'avait pas non plus le temps de prendre un verre de saké. Il devait partir immédiatement. J'avais quelques secondes pour décider si je voulais l'accompagner. Oui, je voulais. Nous sommes passés chez lui, avons pris des gants, des gants, les sacs de sport vidés, nos propres sacs, pris de l'argent liquide, nos billets, des papiers d'identité et nos téléphones portables, et avons été pris en charge dans la rue par une BMW noire. Le conducteur était Rage, qui m'a à peine salué. Pendant tout le trajet vers le No Man's Land, je n'ai pas vu son visage une seule fois. Une fois arrivé, il s'est immédiatement masqué. Lorsqu'il s'est assis avec Moses sur le mur, je n'ai reconnu qu'un visage sombre et banal. Jusqu'à présent, j'aurais même pas besoin de mentir dans une salle d'audience. Je ne rencontrerai pas jamais Frémont Rage. 30 minutes se sont écoulées. Normalement, c'est l'heure d'une nouvelle cigarette. Mais pas cette fois-ci. Je regarde derrière la haie. Il y a des maisons avec des jardins et des drapeaux allemands. Un homme en regard vide sort, met un sac Aldi à la poubelle et gare sa voiture dans une garage. Il porte des tongs avec le logo de AfD. L'homme ferme la porte du garage avec un air sérieux et emporte un grand râteau dans sa maison.
J'espère voir un loup. Au lieu de cela, quelques escargots rompent sur la pierre. Le stagiaire, Moses étape avait un stagiaire, le stagiaire était encore assis avec nous au restaurant, lui aussi avec quelques secondes pour décider s'il voulait venir. À ma grande surprise, il réfléchit visiblement. J'aimerais vraiment, mais mon pantalon est encore tout mouillé après avoir fait du bateau, dit-il à Moses. Tu es assis ici toute la soirée à une table et tu remarques soudain que ton pantalon est mouillé. Il le monte. Je pense qu'il est mouillé pour toute une autre raison, lui répondit Moses. Bon, j'avais envie, mais c'est juste que l'ennemi commence à rafraîchir et... Laisse tomber, dit Moses. Depuis 1 heure, je suis assis sur la pierre et je regarde l'ancien gare. Je tape donc acheter ancien gare en Allemagne dans Google et j'apprends qu'on peut acquérir ancienne gare à partir de 30 000 euros. Ce n'est pas si cher. Par exemple, une ancienne gare à Falkland est proposée sur eBay. Elle dispose d'une surface habitée de 140 mètres carrés, mais malheureusement, elle n'est pas équipée de chauffage. À l'Oberspreewald-Lausitz, elle coûte 35 000 euros. Elle dispose en revanche d'une surface habituelle à 240 mètres. Elle est vide depuis 12 ans, mais elle n'a pas non plus de système de chauffage. Je vais en parler à Moses. Je pense que cela pourrait lui convenir. En attendant le bruit d'un train, il passe, je me lève pour aller le regarder. Alors que je m'approche des rails, quelques derrière moi, quelqu'un me dit, « Eh bien, tu as tout perdu en temps de cambrioleur, à te faufiler comme ça. » Moses se tient là et me regarde d'un air interrogateur. Sans regarder le train, il m'explique de quel train il s'agit, de où il vient et de où il va. Moses ne porte plus de chaussures, seulement des chaussettes. Où sont tes chaussures? Je les ai enlevées. Je me suis faufilé à nouveau vers le train pour voir ce qui se passe. Sinon, dans ce bled, on entend chaque pas. Nous pourrons sur la Bahnhofstrasse faire la seule rue principale de ce village. Moses continue à marcher en chaussettes. Pourquoi continues-tu à marcher sans chaussettes? Tu vas mettre tes chaussettes sales dans les chaussures propres? Oui, c'est vrai. Je me demandais si je dois aussi enlever mes chaussures, mais je ne sais pas ce qui serait le plus embarrassant. Les enlever maintenant, 5 minutes plus tard, ou ne pas les enlever du tout. Je décide de garder mes chaussures et j'essaie de marcher sans faire du bruit. C'est cool que vous avez entendu, je sais que tu m'as dit tout à l'heure, alors oui, dit Moses, qui ne veut pas approfondir le sujet. Sur la route principale, nous ne croisons personne, aucune voiture, aucune caniche. Qu'est-ce qui passe d'autre? Je demande. Les flics étaient devant le train et passaient des coups de fil. Ils ne savaient même pas lire les lettres. Ils parlaient tout le temps de oasis. Vous l'avez entendu? On était juste derrière eux, derrière le mur. Vraiment, oasis. Une BMW noire s'approche de nous et s'arrête. Nous montons à bord de Rage pour l'autoroute. Rage met la musique. Tu te tiens mais au hip-hop maintenant, demande Moses. C'est pas grave, répond Rage. J'avais déjà remarqué qu'il avait jamais de musique dans l'atelier de Moses. Le portable de Rage sonne et la chaîne passe automatiquement en mode haut-parleur. La personne à l'autre bout du fil répond aimablement et demande comment ça s'est passé. Je n'ai jamais entendu une voix aussi apaisante. Moses et Rage lui racontent ce qui est passé et lui indiquent où il se trouve. La personne répond que tout s'est bien terminé. Il avait déjà appelé à l'allée et leur avait donné des détails sur le train et le lieu de stationnement. Il avait l'air d'un conseiller téléphonique ou d'un contrôleur aérien profondément détendu. Je me sens soudainement fatigué. Rage me lance un capricone à l'arrière. Oh merci, dis-je. Et Moses, tu n'aimes pas la musique, n'est-ce pas? Oui, mais pas seulement comme une distraction sonore en arrière-plan. Je regarde à travers les fenêtres vers l'obscurité et je ne vois presque aucune lumière, ni aucun loup ou autre animal sauvage. J'attends avec impatience le moment où nous apercevons Hambourg au loin et où le grue du port brille certainement le mille-feu. Le téléphone sonne, c'est encore le conseiller.
Les flics sont repartis, ils se sont rien passé. Ils ont continué leur route jusqu'à une McDrive qui était fermée et ils se trouvent maintenant à la station-service à côté. Quelle éthique professionnelle exemplaire, dit Moses. Voilà. Les Allemands qui font du grave. Voilà. C'est sérieux. C'est romancé ou c'est vécu? Ça, c'était... Oui. C'est du vécu? Oui. 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 Donc, c'est vraiment étonnant que tu aies réussi à faire tous ces changements de peine. En fait, un peu ce truc de camouflage, c'est finalement comme c'est l'artiste. Je vois tout ça. C'est des critiques d'art très. Oui, là, chez eux, c'était un bon toy. Comme... Tu les as suivis pour lire ce livre? Oui, je les visitais régulièrement. Là, c'était la seule libre entre avec Moses étapes. Les autres rencontres, c'était dans leur atelier, des interviews, des marches dans la ville. Après, avec OneUp, j'étais plus régulièrement coachée que son dans les gares avec eux. Donc, tout un livre, c'est ton témoignage de. Oui. Ok. Oui. Super. Et là, il y a qui dedans? T'as aussi interviewé il y a Suzy, moi, je crois. Il y a Suzy dedans. Oui. Et Suzy, c'est l'histoire en cours, non? Oui, elle me raconte son Ah, histoire. ok. Oui. Oui, après, il y a beaucoup des interviews, je l'ai vu aussi, beaucoup des ambiances kebab aussi, sur les terrasses de kebab, on racontait leur histoire, ou dans les villas, des petits verres à prévu, à Bella, on était assis parce qu'on a regardé les maisons avec le hangar, ou oui, toujours des ambiances un peu des noms endroits, ça dépend aussi. Oui, mais je voulais que écrire sur l'histoire en live projeté, et sinon c'était des compositions, ils vont raconter Ok. autre chose. Et quand t'as réussi, pareil, à publier ça? Enfin, Ah oui, j'ai écrit le manuscrit pas avant maison d'édition, entre là et des maisons d'édition de romans. Belletristi, comment on dit? Non fictionnaire. Ok. J'ai tout essayé et personne voulu des histoires sur le graffiti. Ah. Et oh, ils m'ont conseillé de prendre que des femmes parce qu'ils ont voulu pas d'histoire sur des hommes. Ok. Où j'ai envie de dire, il y a une agente de littérature qui m'a dit, ah, mais fais ça, mais pour les gars profonds, peut-être ils ont été traumatisés dans leur enfance, et écrire leur histoire triste, ou je sais pas, c'était que des idées, et j'ai dit non, je veux écrire comme ça s'est passé sur ce personnage-là, parce qu'ils sont très intéressantes, et de la 20e fois, donc c'était DCV, la maison édition nouveau de l'art, et le chef a travaillé avant sur Taschen et beaucoup sur le film, qui était très ouvert, en fait. Ouais. Et il a fait avant aussi sur une autre édition, une livre, une biographie sur une hyper, donc il a fait déjà beaucoup de choses différentes, et qu'il était intéressé tout de suite. Donc il m'a dit, on va le faire. Donc c'était comme une petite jackpot. Ouais. Du coup, il t'a fait financer pour ton écriture? Oui. Ouais. T'as financé et après, la ville, et après, ça a été C'était même dans les... un succès, non? Quand même. Oui, on a des charts en Allemagne, il y a des comme les best-sellers, on a des charts sur les chansons. Ouais. Et c'était sur place 22. Ouais. Donc c'était Donc, les autres s'en sont mordus les doigts. très bon. Ouais, cool. Ouais. Et Mais la démarche, donc j'ai suivi ça eux 3 ans, il y a des dialogues, il y a tout ce témoignage, donc après c'est leur avocat qui ont revu leur livre aussi, il faut changer d'études de lieu. Et eux, ils ont changé aussi plein de fois le dialogue, surtout avec Moussa, c'était des discussions où on réécrit l'histoire après, des dialogues, c'était beaucoup de travail, mais très inspiratif aussi. Ils ont après participé aussi dans le livre vraiment de l'éclat. je sais pas si vous êtes, enfin, peut-être moi, ces étapes, c'est un peu, ouais, c'est un peu des gens qui ont
En fait, quand pour révolutionner le graphe, ils ont mis à une échelle en fait monumentale. Ils se sont fait connaître en faisant un premier livre. C'était où ils devaient peindre 1000 trains en 1000 jours. Je sais pas si vous imaginez. Bon, ils étaient deux quoi. Ça veut dire que tous les 2 jours, en fait, ils devaient se retrouver au moins à peindre un train pendant 4 ans. Ouais. C'est vraiment des phénomènes en matière de stratégie et de tout ce qu'ils ont jusqu'au bouddhisme. C'est marrant parce que moi, j'ai lu un autre livre qui parlait justement d'une rencontre un moment avec Moses et où il le faisait parler et ils sont un petit peu pareil en fait que la maison livre, assez sec et assez. C'est des gens qu'on soupçonne de faire des vidéos et se faire des faux tatouages dans le cou et filmer se faire filmer cagoulé, mais juste avec le cou qui dépasse et pixeliser un tatouage pour faire croire à la police qu'ils ont un tatouage parce qu'ils anticipent déjà. C'est des gens qui ont vraiment poussé le dos très très loin en matière de stratégie de dépistage. Et c'est pour ça qu'il fallait avec des avocats, ils changent des lieux, le king, Ouais, ouais, ouais. Il y a une vidéo de Shins aussi qui est assez connue. C'est un mec qui boit pas et qui fume pas, mais il fait semblant de faire une interview dans son atelier avec une bouteille de vin et un paquet de clopes. Et il fume pendant l'interview. Comme ça, si un jour il y a une perquisition chez lui, ben, il n'y a pas de clopes, il n'y a pas de sang rayé, donc ça fait des indices en moins pour pas faire avancer l'enquête. C'est des gens qui réfléchissent de ce niveau-là. Et je pense que c'est vrai que c'est hyper intéressant de. Ben, moi, ça m'a toujours fasciné ce genre d'approche et comme ce qu'explique Honnête dans le texte de présentation de l'exposition, c'est qu'il n'y a pas de crime en fait au départ. Enfin, il y a personne qui souffre, il y a personne qui est blessé, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'armes, il y a pas de, il y a pas d'argent qui est généré, mais il y a juste cette espèce de passion et de développer des stratégies. C'est assez cool que justement mais ouais, apparemment un milieu très masculin quand même. Enfin, t'as beaucoup bossé avec majoritairement avec des hommes. Oui, majorité avec des hommes. Voilà, bien mélangé quand même. Il y avait aussi des femmes dedans, aussi dans mon livre. Oui, bien sûr, il y avait une grande partie des hommes, mais moi, j'ai que des bonnes expériences. J'ai rencontré personne qui était sexiste ou qui avait un problème avec quelqu'un parce que c'était une femme. Donc moi, c'est devenu des amis, c'est devenu une ambiance, était très très bon. On a discuté sur des sujets au travail, comme on a discuté, je sais pas avec tout le monde, mais il y avait, mais le thème homme-femme, j'avais jamais fait là une mauvaise expérience de ce milieu-là. Et c'est vrai que ce qu'il y a de drôle, c'est que bon, enfin, bon, on est un peu, enfin, tout le monde est plus ou moins confronté à ça. C'est l'espèce de quota, tout ça, et ça m'a fasciné moi aussi dans ton travail, c'est le fait que tu assumes en fait d'une certaine manière, ben voilà, enfin là pour ce projet-là, ben, apparemment il y aurait que des hommes, mais si l'occasion se présente, tu peux faire aussi un truc ben, qu'avec des femmes. J'ai d'autres projets où il y a plus des femmes, mais je choisis jamais par sexe, je Ouais, choisis ouais. par le boulot qui m'intéresse et par hasard, parfois c'est plus des hommes, parfois c'est mélangé, parfois c'est plus des femmes, mais c'est toujours un hasard. Moi, je suis, pour moi, c'est l'art le plus important. Je suis pas une psychologue, je choisis. Bien sûr, je travaille avec des gens qui sont sympas, je veux quoi travailler avec des connards. Mais sinon, je choisis toujours par offre et travail. Donc, Je trouve ça, enfin, du coup, c'est ça qui m'a fait vraiment, je trouve ça génial quand j'ai vu ton truc est sorti, ben, comment c'est une mère et Mutterschaft, c'est le Mutterschaft. jeu de mots en Allemagne sur la maternité et on fait quelque chose, on travaille, c'est le jeu de mots. Ok. Oui, c'est une autre thématique de ce Kunstforum que j'ai fait après la naissance de mon premier fils. Et c'était sur le thème vie de maternité dans l'art, une fois comme thématique dans les œuvres, et une fois comment les mères travaillent, en fait, dans le musée de l'art, où il faut avoir changer des choses pour que, par exemple, il y a les résidences et c'est impossible de faire une résidence si tu as des enfants. Parce que déjà, s'ils sont à l'école, tu peux pas partir 6 mois là-bas. Et si tu es à bon l'école, il y a toutes les résidences que tu peux faire avec un enfant. Tu peux pas laisser des mois toute seule. Donc, il y a beaucoup, il y a des trous dans le CV à cause, après la naissance, la première année avec un bébé, on travaille forcément moins. Ça, il faut que c'est accepté, qu'on a des trous
quand je fais ça plus tard, que les galeries ont rapport ici de l'artiste qui disent maintenant, qu'ils ont quelques mois, je fais ni un enfant. Et après, même mes horaires sont différents. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent. Et moi, je trouve que c'est toujours le monde au travail ou le monde de là qui doit s'adapter à la mère. Et que c'est pas la mère avec les enfants qui doit s'adapter à le travail. Et donc, ce numéro-là, il était plus. Et ça montrait quand même des travaux, des artistes, en oui, tout pas une difficulté de l'aboutir, quoi. Les deux. Des deux. Ouais. Ok. Et, oui, et après ce numéro, j'étais que embêtée par les gens qui m'ont proposé tout de suite, ah mais tu peux venir avec tes enfants. Et j'ai donc ça bien pour moi faire une présélection, que tout le monde sait que je assume ma vie de maman et que s'ils m'invitent par exemple à un projet, je dois bouger, que j'arrive à venir famille. Trop bien. Oui. Ok. Cool. Tu veux me parler du projet de ton livre de Marie Abstract Malala? Oui, ça c'est un livre qui c'est pas long, donc c'est la peinture abstraite un peu classique de actuel, ça veut dire les artistes de leur atelier, je montre un peu les changements entre la peinture abstraite de Pollock, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Que je dis, il y a ma thèse, que je dis, il y a un mauvais hôte de la peinture abstraite aujourd'hui qui a changé depuis ce temps-là. Et j'ai voulu montrer en grande partie et dedans, il y a aussi, par exemple, le lac, Achtung Compétence, les diamonds, et l'art, parce que c'est la peinture abstraite qui est très intéressante et actuelle aussi. Katharina Grosse, Christopher Wool, Jenny Posimski. Oui. En fait, pour moi, là, je le fais parce que pour moi, il y a une libération après la Deuxième Guerre mondiale. La peinture abstraite était très, ou comme un soft power de USA contre le fascisme de l'Europe et de la Soviet-Union. Ils ont dit, on a besoin de libérer tout ça et ça marche avec notre peinture abstraite. Donc, même si des artistes n'étaient pas, on ne dit pas ça, mais c'était à vous, ramener ça. Vous avez la rêve? La CIA, en fait, ça a été un truc qui a été assumé. C'était, je crois, le directeur de la CIA qui a dit que leur plus beau coup, en fait, c'était de faire de l'art qui sert à rien. Enfin, c'était ça l'idée, en fait. Et en finançant, on fait gonfler la cote de Jackson Pollock et de tous ces artistes, en fait, et de la peinture abstraite pour comme symbole de liberté, hein. Pendant que les peintres russes étaient hyper constructivistes, les académiques et tout ça, les Américains ont pu y faire, on voyait une propagande pro-américaine, et donc la peinture de Pollock qui était de jeter de la peinture par terre, c'était un sous des libertés, et nous devons financer ça a été financé par la CIA, en fait, ce genre de branche artistique ouais, culturelle, on peut dire, je sais pas. Ouais. Mais il faut séparer que c'était pas la faute des artistes. Non. Et que c'est aussi, oui, ils ont fait des expos en Europe. La documentaire qui était, oui, financée, qui s'était lancée pour amener la culture en Europe, pour montrer maintenant, amener la pouvoir aussi de culture, de la peinture, de la monde entier. Mais je ne les rapproche pas des artistes, c'est pas eux qui ont choisi d'être complètement élus comme ça. Ouais. Moi, je me demandais, il savait qu'il était d'ailleurs Pollock, il savait qu'il était Oui, financé. je sais pas, mais C'est les gens qui l'ont acheté. c'était le Rockefeller Center, c'est de lire et des bons, avec une finance. Après, la peinture était super à cette époque, ça a vraiment révolutionné quelque chose, c'est pas menti. Il y avait besoin d'une rupture, quoi, parce que, enfin, Oui. il y avait besoin d'une rupture. La culture de l'Europe était à la fin, la fascisme un peu plus détruit. Qu'est-ce qu'on faisait? C'était quand même important pour que donner de nouvelles pistes aussi à l'Europe. Mais aujourd'hui, l'aventure abstraite est comme, pour moi, complètement libre de toute la politique. Bon, il y a plein des interviews avec des artistes de notre génération dedans qui disent on ne veut pas faire la politique. On s'intéresse à vivre de la politique, mais dans ma peinture,
je veux danser au bleu et au jaune et comment ils sont ensemble et quelle ligne je fais avec autour. Et c'est ça que je réfléchis des journées et des journées. Et ça, j'ai trouvé super intéressant, mais une retour vraiment à la peinture. Et ça élargit aussi un peu le champ critique, je pense, parce que quand il n'y avait que l'académisme, en fait, pour moi, les règles, elles étaient très structurées, donc il ne faut pas avoir d'opinion personnelle pour avoir d'opinion personnelle, mais c'était très lié sur les codes, je sais pas si tu t'as bien, de toutes les règles, en fait, c'était très résilié d'une certaine manière, et que la tradition pendant une ouverture de liberté et d'invitation à la critique. Je suis un peu reçu. Avec, et aussi, toi, d'une certaine manière, et aussi vers le champ opportuniste la récap, on en a toujours vu, on sait pas, ça, c'est pas à cause de l'attraction. La critique était pas faux aussi, ça a semblé un peu comme une arnaque parce qu'ils ont fait aussi le temps de Pollock dans les années 60. 50 trop, ils sont parlé de vraiment la psychologie profonde d'un génie qui s'exprime comme ça, et ça veut tout dire, et ils sentent mieux les sentiments que autres, et donc c'était littéraire aussi en même temps. Ça parlait, ils sont tout interprétés dedans, jusqu'à la mort et la vie et la naissance et tout, tu as trouvé tout, le monde entier dans trois gestes comme ça. C'était aussi fou, l'interprétation, on va dire, de les gens. Et aujourd'hui, elle parle plus comme ça. Ou les artistes, ils parlent comme ça. Ils disent, regarde, j'ai fait le verre comme ça, qu'est-ce que tu trouves sur cette tâche? Mais aussi, on a une autre interprétation. Donc, pour moi, c'était aussi reconnu la liberté aujourd'hui. Un peu désacralisé, je sais Oui, pas, oui, non. oui. Ok. Tu veux nous parler de quoi? On veut regarder vite fait les photos, là. Mais je sais pas comment avancer. Ah, c'est là? On peut le faire comme ça, non, peut-être? Comme ça. Ouais, avec la Ouais. flèche au bas. Ça, c'était une exposition à Francfort-Offenbach. C'était une ancienne maison d'une bijouterie avec plusieurs étages qui était vide et on avait toute la maison, en fait, avec les anciennes mobiliard, encore un peu. Là, sur les vitrines, ça, de l'extérieur, ça traquait au vernissage. À l'intérieur, c'est Bus 126 qui a dessiné avec les lignes payantes, comme ça. De l'abstrait aussi. Ah, ça, c'était les Diamonds donc de ce livre qui a fait une comme peinture. Là, on voit encore la vitrine, on voit un peu le sol de l'ancien magasin. Ou même le bois là-haut, c'était pas une peinture, c'était comme dans le jeu de cette mode pour voler. Mais c'est intéressant de Kevin Kempner, qui peut-être, je peux vous parler un peu de nous, les Ouais, il s'auto-définit comme Peter Pan. Non, Kemner, c'est un graffeur vraiment acharné, euh, qui répète tout le temps la même forme, ou qui fait quelque chose qui se veut pas stylé, qui évite toutes les effets stylistiques dans son graphe, mais qui veut être partout, et surtout dans un aura un peu caché. Il adore faire des petits tags sur toutes les bords, un peu partout. Pas des places vraiment plus. Le personnage, je le connais pas trop. Ouais. collègues, oui, oui. Et il dessine et sur feuille, papier. Et après, il le met dans une overload, une installation avec des sacs poubelles au mur, avec tout qu'il trouve par terre. Ouais, des espèce poubelles. enfin, de junkie, ouais, espèce de cabane de junkie, en fait. Ouais, c'est là, c'est un peu l'ambiance, chose qu'il trouve à Berlin ou dans les vues ou ses expos. Il a fait une expo là, récemment qu'avec sur s'appelle l'acteur de son, Ah ouais, ouais. Là, c'est Leonardo DiCaprio. voilà, Ouais, avec ouais. son visage dans les anciens drameaux, les magazines. Oui, c'est un peu le trash couture, mais bien en scène. On met les mondes expose. J'aime bien son travail. Ah.
projection sur page de taille immense. Et ça, c'est en haut de cette maison de bijouterie. Là, c'est là où il a habité, en fait, avec sa famille. Ils ont habité tous les murs étaient en bois. Et là, il y a des petites sculptures, des petites choses qu'on a accrochées. C'est le Daniel, c'est pas nous. C'est aussi des diamonds. Daniel Talbot, ah ouais, le Talbot, j'en rappelle quelques-uns. Et ça, c'est le expo au Beaumont à Hannover. C'est le musée qui s'appelle Kunstverein Hannover. Le directeur, c'est Christophe Platzdalos, qui m'a invité pour un travail ensemble. Et on a pour rater une expo sur le post-vandalisme dans ce musée. Et là, avant, on voit une half-pipe avec des voitures écrasées. Bon, ça t'a dit aussi par vos artistes. C'est qui ça? Florentina Holzinger, qui était la Guinée, les mots qui avaient une performé sur le nom et qui est venu juste à gauche. Oui. Ah ouais. Et là, c'est la salle de Moses Terps. Ça, c'est une salle principale. On va en avance l'installation de Willy Silver, qui a fait une performance avec un feu artifice où il a peint pour 20 ans. Il se fait bombarder avec un feu artifice. T'as pas les. Si j'ai des images là, Ah ouais. c'était filmé. On a montré ça. Les grandes sculptures là, les scaffoldages, c'était Alexandre Bavard. Et tout derrière, c'est Rocco et ses frères avec une. Quand je montre, c'est Billy. Ça, c'est Rocco et ses frères. Ils ont fait un chien robot, comme le Deutsche Bahn utilisé pour chercher des coffres de. Amélie. Tu sais, oui. Ouais, ouais. Et donc, ça n'a pas marché, ça fait rigoler tout le monde. Et eux, ils ont fait un chien, donc qui a changé les côtés, qui est venu maintenant avec des coffres. Il a parlé à métro aussi, apparemment. Ah bah là, Et là, il était dans notre musée pour peindre des murs. Là, il était sur l'autre. Ah, ça, c'est une autre salle. Il y a une peinture sur un mur avec des Hams. Derrière, c'est bus, on va voir plus tard. En face, c'est une photo, collection d'archives de Stephen Burke qui a photographié des baffes. Derrière, des tableaux lorofés. Au milieu, une sculpture de Cecilia Brown. Cecilia Brown, ça c'est Hams. Ça c'est bus. En grand fait. Ça c'est les photos de baffes. Pour moi, là, le début aussi de la peinture abstraite de la rue. Nice. J'ai bien Thema le micro quand tu te tournes parce que le son. Désolée, ok. Mais ça, c'est une vidéo de Martina Morga. Elle était à Paris pendant le Covid, quand tout était fermé, on ne pouvait plus sortir et tout ça. Les règlements super stricts, plus stricts qu'en Allemagne. Et pendant ce temps-là, elle a fait ses performances, elle a léché les vitres du magasin. Que c'est pas un rapport avec le graphe, mais pour moi, c'est un rapport avec le vandalisme, des règles juridiques ou les règles, comment se comporter. Donc, on a montré ça. Elle a léché les vitres. Ça, c'est Mücke de frères qui m'ont amené aussi plein des choses qu'ils ont trouvées à Hannover. Il y a le Schützenfest. Schützen, c'est un peu le vieux tradition allemand, souvent très conservatif, mélangé avec la tradition un peu droite ou extrême droite. Habillés en vert qui tirent sur les animaux dans les forêts. Et ils ont montré un peu le côté qui fait peur de cette subculture, mais qui est très gentil. Et ils ont joué avec beaucoup ça dans cette installation. Ça, c'est Hakim et Pretani. Ils ont fait cette mur là à Berlin qu'on voit sur le poster et qui sont avec plein de graffeurs. Ils ont invité les graffeurs. Après, ils ont démonté la mur. Ils ont amené les pièces en stockage chez nous dans le musée. Et Club 7, une équipe un collectif de Leipzig et Berlin qui ont fait cette installation. Oui. Je sais pas si vous avez des questions.
Et du coup, c'est quoi la définition du post-vandalisme? Bonne question. J'ai pas une définition définitive. On est en train de travailler sur ce terme, ou moi je travaille beaucoup sur ce terme, mais pour moi c'est quelque chose qui transmet dans les white cubes en fait, ou pour exposer, donc plutôt des œuvres, pas le graffiti, pas des choses originales qui se passent sur la rue, mais des œuvres art qui se sont inspirées, qui ont des traces de cette culture-là en fait. Faut pas dire, faut pas aller dans les catégories urban art ou street art. On va pas dans le post-vandalisme, moi, parfois il y a des performances, des vidéos, performances, concept art, minimal art, peinture abstraite, sculpture. Ça peut être tous les genres, mais qui ont les traces un peu ou des inspirations dedans, en fait. Des choses illégales. C'est essayer un peu aussi de marquer une rupture avec l'esthétique, non? Enfin, la séduction de l'esthétisme, du street art, et de tout ça, je pense. Enfin, Bah bon, oui, quand c'est pas très, c'est pas, oui, le street art est très proche de pop art, par exemple. Si on le combat comme ça, dans le post-vandalisme est plutôt un peu contre le expressionnisme et le concept art. ouais. Oui. C'est bon pareil. Pour moi, enfin, c'était marrant, j'ai avant le graffiti, c'est un peu c'est un peu une histoire de l'art parallèle qui suit un peu certains qui étaient plus jeunes, en fait, mais qui suit quand même une évolution assez folle. Ouais, ça me met vraiment chaud, je pense. Parce que quand je rentrais, préparer les beaux-arts, faisais du graffiti, sortir de cours, quoi. C'était nul, c'était poser des choses, et puis c'est marrant. Je trouve ça hyper bien qu'il y ait des gens qui aient eu le courage de pousser ça, de se faire fermer les portes, de continuer à pousser pour faire rentrer le musée, puis vraiment mettre en avant de vraies qualités. Parce que vraiment, ça, c'est ouais, le musée d'Hannover, je sais pas, ça a accueilli c'est des vraies institutions et Ouais. qui, je pense, se méritent. Pour les dommer. Ouais. Ouais. Et je reconnais des photos un seul show de Richter, hein, là-dedans, ce plafond multimédia, là. Fall, dans ma Buren. Ouais. Et c'était aussi d'amener des artistes qui n'ont pas le CV qu'il faut normalement pour entrer dans le monde de galerie ou le art contemporain avec les bourses, les résidences, le professeur de cette nom, les diplômes ou de tout que tu dois faire aujourd'hui. Moi, je trouve ça beaucoup trop dans le monde. Et il y a des artistes qui font un travail au même niveau, mais qui n'ont pas cette CV. Donc, c'est dur pour eux comment montrer, en fait, dans ce siècle. Ça aussi, je veux changer, ou je veux voir, en fait, partout, je veux chercher partout les choses qui sont bonnes. Sans compter que c'est une culture qui s'est vraiment fondée, enfin, une culture underground, c'était vraiment l'idée de la méritocratie, je pense. Il y avait vraiment ce truc d'avoir la reconnaissance des autres, parce que c'est une culture, ouais, comme toutes ces contre-cultures assez fermées, en fait, et du coup, tout le monde se regarde, et du coup, il y a une espèce ouais, de reconnaissance des pairs, et c'est vrai que pour beaucoup de graffeurs, l'idée de faire du réseau, de rencontrer, enfin, tout ce qui a été complètement accepté, parce que si enseigner dans des écoles d'art, c'est un pas difficile à franchir, et plein de gens, enfin, moi je vois Bush 126 par exemple, c'est un vrai peintre, il fait des vrais travaux d'installation, il refuse complètement la culture, enfin, il refuse complètement les codes, en fait, ouais, ces codes, la rhétorique, le dialecte, qui fait qu'en fait, l'art contemporain se renferme un peu sur lui-même, et c'est un peu dommage. Et que tu mettes l'accent, que tu as réussi à trouver des gens comme ça, et qui sont pas des personnages très faciles à travailler d'ailleurs par autre mesure. Enfin, il y a des vrais personnages, et de mettre un petit peu la lumière sur eux, je trouve ça, ouais, ça soulage d'une certaine manière, parce que c'était beaucoup de gens qui sont qui travaillent, qui ont vraiment une vraie pratique, un vrai travail, n'y croient juste pas, en fait, que ça peut passer, et des fois, ça peut s'épuiser, et c'est un peu dommage, parce qu'il y a des vraies qualités, Ah oui, très haut. il y a des vraies qualités dans ce milieu. Après, il y a pas beaucoup de trucs mauvais aussi, enfin, mais mais comme partout, mais il y a beaucoup de gens qui se sont fait fermer les portes, et Et les institutions, les galeries, pareil, sont fermées aussi. Ouais.
C'est vrai que bon, voilà. C'était, je pense que c'était une bonne façon aussi de, de montrer, enfin merci pour ton témoignage, pour ton travail, parce que c'est un peu aussi ce que j'ai essayé de faire moi, dans cette exposition aussi, de montrer les gens qui n'ont pas vraiment souvent été montrés, qui sont assez, qui sont assez âgés en fait, donc on peut clairement dire que certains ont loupé le train euh, du succès qu'ils auraient mérité, même si ils n'ont jamais voulu vivre de leur succès, mais bon, c'est quand même des gens qui ont des difficultés financières. Enfin, je vois, il y en a qui habitent, qui sont à 52 ans et qui habitent chez leurs parents, et peut-être pas par choix, mais parce que ils ont juste refusé de lâcher l'affaire de leur passion, de leur pratique artistique, et que je trouve ça assez injuste, et donc je trouve ça bien en fait enfin, encore merci pour ton travail et d'avoir réussi à faire rentrer les portes, et aussi de nous montrer que c'est possible et qu'on peut aussi faire un peu bouger les choses dans l'art urbain, que c'est pas que c'est pas que du post-pop art, que c'est pas que bon pour faire des produits dérivés ou des initiations dans les milieux scolaires, mais qu'il y a une vraie culture, il y a des vrais gens qui prennent des risques et qui s'engagent, qui travaillent énormément, et que peut-être qu'un jour il y aura une espèce de reconnaissance aussi un peu plus à la hauteur de l'engagement de ceux qui pratiquent ce, ce mouvement, enfin des acteurs de ce mouvement, quoi. Voilà. Donc, ouais. Euh, je sais pas si tu veux dire. Oh, c'était Franck, trop de fin. ok. On a quelques bouquins, Ouais. très petite partie de ton travail, mais qui est libre à consulter si vous voulez boire une dernière bière. Bon, On peut terminer. Merci beaucoup.